Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une question fascinante. Comment est-ce qu'on peut programmer les règles de toute une économie directement dans la blockchain? On va suivre ce cheminement des concepts de la tokenomics jusqu'aux applications très concrètes de la finance décentralisée, la fameuse DeFi. Voilà la question qui va nous guider. Comment un système financier complet peut-il bien tourner de façon autonome, juste en se basant sur des lignes de code? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, avant de se jeter sur les applications comme les échanges ou les prêts, il faut absolument qu'on regarde les fondations. C'est un peu comme comprendre le plan d'un architecte avant de visiter la maison. On doit d'abord comprendre les règles du jeu. Et le mot magique ici, c'est tokenomics. Pour faire simple, imaginez ça comme la constitution économique d'un projet crypto. C'est l'ensemble des règles, gravées dans le code, qui vont dicter la création, la valeur et la circulation d'un token. En fait, cette architecture, elle repose sur 3 grands piliers. D'abord, l'émission. Comment les nouveaux tokens voient le jour. Ensuite, la distribution, qui les reçoit au départ et comment. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'utilité, à quoi ils servent vraiment. L'équilibre entre ces 3 points est crucial pour la santé du projet sur le long terme. Allez, assez de théorie, passons au concret avec une première application majeure, les plateformes d'échange décentralisées, les fameux DEX. C'est là qu'on voit les règles de la tokenomics prendre vie, notamment grâce à une innovation qui a tout changé, l'Automated Market Maker ou AMM. Et là, la différence est radicale. D'un côté, on a le modèle traditionnel, le carnet d'ordre comme à la Bourse de Paris. Il faut attendre qu'un acheteur trouve un vendeur au même prix. De l'autre côté, le modèle AMM de la DeFi qui, lui, n'attend personne. Il utilise des réserves de cash, les pools de liquidité, et un algorithme pour permettre un échange, là, tout de suite. Le moteur qui fait tourner cette nouvelle mécanique, c'est donc ce fameux pool de liquidité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une grande réserve de différents jetons bloqués et sécurisés dans un smart contract. Tout le monde peut venir y piocher pour échanger, et ceux qui déposent leurs jetons pour alimenter la réserve, on les appelle les fournisseurs de liquidités. Et le plus fou, c'est que tout ça est géré par une simple formule mathématique. Vraiment, imaginez une balance. Si quelqu'un prend des jetons sur un plateau, le prix s'ajuste automatiquement pour que la balance reste toujours à l'équilibre. C'est cet algorithme qui fixe le prix en temps réel, sans intervention humaine, et qui garantit qu'il y aura toujours des jetons à échanger. Ok, maintenant qu'on s'est échangé, on s'attaque à un autre géant de la DeFi, le prêt et l'emprunt. L'idée est folle, recréer tous les services d'une banque, mais sans aucun banquier, juste avec du code. Une banque qui tourne toute seule, 24 heures sur 24. La question de fond, c'est donc celle-ci. Est-il vraiment possible d'emprunter de l'argent sans jamais avoir à remplir un dossier ou à parler à un conseiller? C'est exactement le défi que des protocoles comme Aave ou Compound ont relevé. Et en pratique, le processus est d'une simplicité désarmante. D'abord, on dépose un actif en garantie, le fameux collatéral. Une fois que c'est fait, on peut emprunter d'autres actifs, jusqu'à une certaine limite. Ensuite, on rembourse le prêt petit à petit avec des intérêts calculés par le code. Et une fois que tout est remboursé, hop, on récupère sa garantie de départ. Le cycle est complet et tout est automatisé. Ah, mais la question a 1 million. Que se passe-t-il si la valeur de la garantie s'effondre? La réponse, elle aussi, est programmée. C'est le ratio de liquidation. C'est un garde-fou automatique. Si la valeur de la garantie passe sous un certain seuil critique, le système la vend automatiquement pour rembourser la dette. C'est un mécanisme implacable, c'est sûr, mais c'est ce qui assure la survie du protocole et protège l'argent des prêteurs. On a vu les échanges, les prêts, mais il manque une pièce essentielle au puzzle pour que tout ça soit vraiment utilisable au quotidien, la stabilité. C'est là que les stablecoins entrent en scène. Leur but, servir de pont, de point d'ancrage solide entre l'univers crypto, qui est très volatile, et la finance du monde réel. Pour créer cette stabilité, il y a en gros 2 grandes écoles. D'un côté, l'approche centralisée. On fait confiance à une entreprise qui stocke un vrai dollar en banque pour chaque jeton émis. De l'autre, l'approche décentralisée, où la confiance n'est pas dans une entreprise, mais dans le code. Là, le jeton est garanti par un surplus d'autres cryptos, bien verrouillés dans des smart contracts. Prenons l'exemple du DAI, l'un des plus connus. Le mécanisme est juste fascinant. On ouvre ce qu'on appelle un vault, un coffre-fort numérique. On y dépose sa garantie, par exemple de l'Ethereum. En retour, le protocole crée de toutes pièces des jetons DAI. Et pour récupérer sa garantie, il faut rendre ces DAI, qui sont alors immédiatement détruits, brûlés. C'est comme une mini-banque centrale autonome qui gère sa propre monnaie. Voilà, maintenant qu'on a exploré les DEX, le lending et les stablecoins, on peut revenir à notre point de départ. On boucle la boucle. Toutes ces applications ne tournent pas par magie. Elles sont pilotées en coulisses par des leviers économiques très précis, les fameux leviers de la tokenomics. C'est la boîte à outils du projet pour rester en bonne santé. Et dans cette boîte à outils, il y a 3 leviers particulièrement puissants.
D'abord, le burning, ou la destruction de jetons, pour volontairement réduire l'offre et potentiellement augmenter la valeur. Ensuite, le staking. On encourage les gens à bloquer leurs jetons pour aider à sécuriser le réseau, et en échange, ils reçoivent une récompense. Et enfin, la gouvernance, qui donne le pouvoir de décision aux détenteurs de jetons. Ce sont eux qui votent pour décider de l'avenir du protocole. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au final. Si absolument chaque règle financière, de la création de la monnaie jusqu'aux conditions d'un crédit, peut être écrite dans du code et s'exécuter toute seule, sans intermédiaire, alors où est la limite ? Quelle est la prochaine frontière pour cette finance programmable ? C'est une question qui, pour l'instant, reste grande ouverte.